Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un ennemi que beaucoup connaissent, surtout juste avant un entretien d'embauche, le fameux syndrome de l'imposteur. Vous savez, c'est cette petite voix dans la tête qui peut transformer une super opportunité en une épreuve presque insurmontable. Alors comment on fait pour que cette voix ne vienne pas tout gâcher? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Regardez ce chiffre, 70%. C'est juste énorme. C'est le pourcentage de la population active qui, un jour ou l'autre, se sent comme ça. Donc la première chose à retenir, c'est que ce n'est pas un problème personnel, pas du tout une faiblesse isolée. C'est une expérience que presque tout le monde partage. Ah, cette phrase. Ils vont découvrir que tu n'es pas à la hauteur. Si ça vous parle, même un tout petit peu, alors on est en plein dedans. C'est vraiment le cœur du syndrome de l'imposteur, cette peur panique d'être démasqué, même quand on a toutes les preuves du contraire, noir sur blanc sur notre CV. Si c'est le cas, sachez qu'on est loin, très loin d'être seul. Ok, maintenant on va décortiquer un peu ce mécanisme. Dans cette première partie, on va mettre des mots sur ce qu'est précisément le syndrome de l'imposteur et surtout comment il se manifeste quand la pression monte, comme dans un entretien. Voilà la définition un peu formelle. Mais le point crucial, le mot à retenir, c'est dissonance. Il y a un fossé complet entre la réalité, les réussites, les compétences qu'on peut vérifier, et ce qu'on ressent à l'intérieur. Ce n'est pas un manque de compétences, non, c'est un doute profond sur le fait même qu'on mérite cette compétence. Alors, comment ça se traduit concrètement face à un recruteur? Eh bien, ça donne des choses assez typiques. On va avoir tendance à dire « Oh, ce n'était rien », à minimiser ce qu'on a fait, à tout mettre sur le dos de la chance. On utilise des phrases comme « J'ai juste eu de la chance » qui nous dévalorisent. C'est une sorte d'auto-sabotage qui peut malheureusement donner l'impression qu'on manque de confiance en soi. Et ça vient d'où tout ça? En général, il y a deux grands moteurs. Le premier, c'est le perfectionnisme, cette idée qu'il faut être absolument parfait et que la moindre petite erreur est un échec total. Et le deuxième, bien sûr, c'est la comparaison sociale. Avec des réseaux comme LinkedIn, on passe son temps à regarder la vitrine parfaite des autres. Et ça vient nourrir directement notre propre sentiment de ne pas être à la hauteur. Bon, maintenant, accrochez-vous bien. On passe à la partie la plus contre-intuitive de notre analyse. Et si on retournait complètement le problème? Si ce doute, cette supposée faiblesse, était en fait une force qu'on pouvait utiliser? Voilà, la question est posée. Et si ce sentiment d'être un imposteur, loin d'être un boulet qu'on traîne, était en réalité un avantage sur les autres? C'est une idée un peu provocatrice, je vous l'accorde, mais c'est la clé pour tout changer. C'est là que tout se joue, dans le recadrage. Ce qu'on percevait comme du perfectionnisme maladif, on peut le voir comme une recherche d'excellence. Le doute, ça devient de l'humilité professionnelle, et ça, c'est une qualité hyper recherchée. Et la peur de l'échec, franchement, y a-t-il un meilleur moteur pour se préparer à fond avant un entretien? Je ne crois pas. Très bien. Maintenant qu'on a redéfini le problème, on passe à l'action. Fini la théorie. Cette section est 100% consacrée aux outils concrets, aux stratégies à mettre en place bien avant l'entretien pour arriver avec une armure solide. Pour combattre le doute, il faut des faits, du concret. La méthode STAR, c'est exactement ça. L'idée, c'est de se créer un vrai portefeuille de réussite. Pour chaque projet, on détaille la situation, la tâche, l'action et le résultat, le plus chiffré possible. C'est votre arsenal de preuves, votre bouclier contre la petite voix qui dit que vous n'avez rien fait de bien. L'autre outil, il est purement mental. C'est ce qu'on appelle le recadrage cognitif. C'est un peu comme de la musculation pour le cerveau. Dès qu'une pensée négative arrive, du style « je ne suis pas qualifié », on l'intercepte et on la remplace activement par un fait. Mon profil correspond, la preuve, c'est qu'on m'a appelé pour un entretien. C'est un entraînement, mais ça marche vraiment. On passe à l'étape suivante, la plus stratégique de toutes. Comment on utilise ces traits de caractère pendant l'entretien pour que ça devienne de vraies forces. Les mots qu'on choisit ont un poids énorme. Il faut absolument bannir les formules qui minimisent. J'ai eu la chance de devient j'ai géré. J'ai un peu aidé se transforme en j'ai augmenté les ventes de 30%. C'est pas de l'arrogance, c'est juste être factuel et assumer son impact. Surtout, il ne faut pas avoir honte de son humilité naturelle. Au contraire, il faut la vendre comme une force. C'est la preuve qu'on est ouvert, qu'on est capable d'écouter les retours, qu'on veut toujours s'améliorer. Un recruteur ne cherche pas quelqu'un qui pense tout savoir, il cherche quelqu'un qui a envie et qui est capable d'apprendre. Et c'est la même chose pour le perfectionnisme. On peut très bien le présenter comme une recherche d'excellence. Il suffit d'expliquer comment cette attention aux détails, cette exigence de qualité a permis de faire avancer des projets, tout en montrant qu'on sait quand même livrer à temps. Ça, c'est un signe de grande maturité professionnelle. Allez, pour finir, on prend un peu de hauteur. Parce que le but, ce n'est pas seulement de survivre à un entretien. Le vrai objectif, c'est de se construire une confiance en soi qui soit authentique, solide et qui nous serve tout au long de notre carrière. La clé ici, c'est d'être proactif,
Ne pas attendre. Investir sur soi-même en se formant, se construire un petit cercle de confiance qui peut nous donner un avis objectif et collectionner les recommandations, les témoignages. Ce sont toutes ces petites briques qui, mises ensemble, construisent une confiance en soi basée non plus sur un sentiment fragile, mais sur des preuves tangibles. On va se quitter avec cette pensée. Et si cette peur d'être un imposteur, une fois qu'on l'a comprise, qu'on l'a apprivoisée, devenait en fait le moteur qui nous pousse à être excellent, humble et incroyablement bien préparé? Et si, finalement, notre plus grande peur était notre meilleur atout? C'est une question qui mérite qu'on y réfléchisse. Merci d'avoir suivi.